Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être à Rouen pour la première fois. Voilà, décidément, on fait connaître la ville de Rouen à toute une série de gens et son université. C'est merveilleux. Donc, moi, je vais centrer mon intervention, on va revenir sur l'Afrique francophone et je vais centrer mon intervention sur une trajectoire biographique d'une sage-femme malienne dénommée Awa Keïta, qui est née en 1912 à Bamako, au Soudan français, l'actuel Mali, et qui est décédée en 1980. Donc, sa vie couvre une grande partie du programme de l'agrégation, ce qui est plutôt pas mal. Exactement. Devenue une ardente militante de la lutte anticoloniale après la Seconde Guerre mondiale, elle subit de plein fouet la répression de l'administration française qui l'a étiquetée comme communiste. Était-elle communiste? D'où le point d'interrogation de mon titre. La question reste ouverte. Mais je vais vous montrer comment tout au long de sa vie, elle a tissé des liens de solidarité forts avec des femmes du monde communiste, des liens de solidarité mis au service de la lutte pour l'indépendance de son pays, le Mali, et de la défense des droits des femmes africaines. En fait, au travers de l'exemple d'Awa Keïta, il s'agit plus largement d'interroger l'adhésion idéologique des militantes africaines au communisme et d'éclairer les liens de coopération qui se sont tissés entre les femmes africaines et celles des pays du socialisme dit réel, dans le double contexte des luttes d'indépendance et de la guerre froide. Et moi, je partirai du cas du Mali que je connais mieux. Alors, il s'agit de penser ensemble l'histoire connectée et internationale de l'Afrique avec le monde communisme à partir de l'histoire des femmes. C'est une approche historiographique qui est très récente, en fait, et vous pouvez voir avec les dates de travaux que je vous ai mis là sur le PowerPoint, une historiographie qui s'est développée ces dernières années grâce à deux tendances, je dirais. D'une part, des travaux qui ont mis l'accent sur le rôle des militantes africaines dans les luttes post-1945, lutte anticoloniale, lutte nationale, avec des guillemets, et leur connexion avec le reste du monde. Et donc, on a toute une nouvelle dynamique scientifique là, en histoire de l'Afrique, qui relie la vieille, en quelque sorte, histoire anticoloniale à l'aune de l'histoire des femmes et des perspectives de genre. Et moi, je viens plutôt de cette perspective-là. Aussi, dans cette perspective-là, il y a les travaux de Sarah Panata, que je vous indique ici à l'écran, sur les liens précurseurs en fait, des Nigérianes avec le monde communiste dès les années 1940. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est des travaux qui, malheureusement, sont en cours de publication et ne sont pas encore parus, mais ça ne saurait tarder. Une autre dynamique concomitante est l'essor de travaux sur les organisations féminines communistes, longtemps considérées par l'historiographie occidentale comme non féministes, car sous la tutelle des partis uniques. Et donc, en prenant au sérieux ces organisations féminines, des chercheuses ont montré qu'elles n'avaient rien à envier, en fait, aux féministes dites occidentales, en termes de lutte émancipatrice pour les droits des femmes, et qu'elles ont largement œuvré à nouer des liens de solidarité internationale avec les militantes des Suds globales, dans le contexte, encore une fois, de la lutte anticoloniale et des constructions nationales, africaines, mais aussi ailleurs sur le continent. Donc, une partie des références bibliographiques porte aussi sur ces questions-là. Il me semble que l'historienne qui a poussé le plus loin la réflexion dans cette double perspective est Pascale Barthélémy, avec notamment son dernier ouvrage « Sororité et colonialisme », dans lequel elle étudie, entre autres, les liens entre les Africaines de l'Afrique francophone et la Fédération démocratique internationale des femmes, la FDIF, une organisation féministe antifasciste, pacifiste et d'obédience communiste créée en 1945. Et donc, en fait, mon intervention s'appuie sur des recherches que nous avons menées conjointement avec Pascale Barthélémy sur la trajectoire personnelle et politique d'Awa Keïta. À savoir que Pascal est plus spécialiste que moi de la période coloniale et moi je travaille davantage sur la période post-coloniale ou le Mali indépendant. Et donc pour écrire l'histoire d'Awa Keïta, on a mis en commun nos sources correspondant à des périodes différentes et provenant de fonds distincts, à la fois des sources coloniales et des sources d'organisations internationales de femmes pour Pascal, des sources maliennes et diplomatiques, françaises, mais aussi soviétiques, grâce à une collaboration que j'avais nouée avec une collègue russophone, Tatiana Smirnova, voilà, qui avait eu accès à des sources russes,
Et avec Pascal, on a rassemblé donc des archives photographiques, audiovisuelles, croisé nos entretiens aussi avec des camarades d'Awa Keïta, mais aucune de nous n'avons rencontré Awa Keïta, qui est décédée en 1980. Je n'étais pas née. Voilà. Mais oral, non, pas pour cette fois. Mais Awa Keïta a écrit ses mémoires, comme vous voyez au tableau. La vie d'Awa Keïta, racontée par elle-même, des mémoires qui se clôt en 1960. Donc malheureusement, voilà, pour moi, ces mémoires sont très intéressantes, mais ça ne va pas sur la période qui m'intéresse le plus. Et par ailleurs, on n'a pas réussi à identifier des fonds d'archives privés, enfin ces archives privées, parce que c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant. Donc, on ne sait pas encore, hein, il y en a sans doute des archives privées, mais on n'a pas réussi à mettre la main dessus. Mais je vous mets juste en présentation un projet d'archives privées de femmes maliennes monté par des collègues de l'Université de Columbia aux États-Unis, voilà, autour des archives des militantes maliennes de l'indépendance. Donc, peut-être qu'à un moment donné, ils feront ressurgir aussi les fonds d'Awa Keïta. Alors, mon intervention sera en 3 temps, avec une première période plutôt sur les années de formation et de la façon dont elle est devenue une sage-femme communiste, hein, selon les termes de l'administration coloniale française. Ensuite, je vous montrerai les liens de coopération internationale qu'elle a tissé avec les femmes soviétiques, notamment au lendemain de l'indépendance. Et je terminerai avec un moment singulier d'histoire malienne, déjà rapidement évoqué par Françoise, la révolution culturelle de 67-68 au Mali, où là, le Mali se tourne davantage vers le maoïsme et vers la Chine, et où Awa Keïta, en fait, se fait évincer à cette période-là de ses responsabilités politiques. Alors, pour commencer, les années de formation. En fait, l'histoire familiale d'Awa Keïta et des premières années de sa vie n'a pas de lien avec le communisme, mais avec des connexions intra-africaines. Donc, je les évoque très brièvement parce que ça touche justement au programme Greg aussi, ces connexions à l'intérieur du continent. Et c'est ces connexions-là à l'intérieur du continent qui vont forger le terreau de ses premiers engagements. Alors, elle est issue d'une famille en fait de Guinée. Son père est un tirailleur, un soldat africain qui migre en Guinée, de la Guinée vers le Mali avec toute sa famille, enfin le Soudan français à l'époque, et qui s'installe à Bamako au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, il travaille d'abord comme soldat pour l'administration coloniale et il va être reversé dans le service de l'hygiène à Bamako. Voilà, donc ça fait partie des évolués, enfin des gens qui travaillent pour l'administration coloniale. À ma connaissance, le père d'Awa Keïta n'a pas d'engagement politique connu. Awa Keïta est née à Bamako suite à cette première migration familiale. Donc je vous ai mis voilà, en jaune hein, de la Guinée vers le Soudan français. Elle va être scolarisée par son père en 1923 au foyer des Métis à Bamako, qui vient d'ouvrir ses portes. C'est l'une des rares institutions scolaires qui scolarisent les filles sur le territoire. Et ensuite, elle opère une autre migration, c'est qu'elle va à Dakar pour poursuivre ses études de sage-femme à l'université, à l'école de médecine de Dakar, dont elle sort diplômée en 1931, et là, elle est réaffectée au Soudan français. De ces années d'études, étonnamment, on ne sait pas grand-chose. Elle passe très vite dans ses mémoires. On sait juste qu'elle est une élève brillante et turbulente. Les travaux scientifiques réalisés sur les grandes écoles coloniales ont montré que dans l'entre-deux-guerres, ces écoles n'étaient pas vraiment des lieux de lutte politique et syndicale. Il faut en fait attendre la période post-45, mais ça c'est général hein, pour tout cet espace, pour que les luttes intègrent, enfin nourrissent les engagements des écoliers. Par contre, ces grandes écoles sont le levier d'un brassage et d'une conscience panafricaine, car sur les bancs de ces écoles, on trouve des élèves issus de toute la Fédération d'Afrique occidentale française. Et donc, certaines de ces amitiés, tissées à l'époque de la formation, vont se transformer en camaraderie de combat dans la lutte anticoloniale d'après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est surtout par sa profession et par son mariage qu'Awa Keïta va se politiser. En 1935, elle va épouser un médecin africain, Daouda Diawara, dont elle va divorcer en 1949. Et à ses côtés, donc elle va lire la presse, assister aux réunions politiques entre hommes qui se tiennent dans son foyer. Les femmes ne sont pas conviées. Elle va être profondément révoltée par l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini en 1935. Et donc, pour elle, c'est un des moments de basculement politique, et dans les années 30 toujours, elle se syndique. En fait, le véritable basculement a lieu après-guerre pour elle, mais pour en fait plein de colonisés, hommes et femmes.
Elle adhère avec son mari au grand parti fédéral et anticolonial, le Rassemblement démocratique africain, qui est créé en 1946 à Bamako, un parti apparenté jusqu'en 1950 au Parti communiste français. Ce qui explique aussi pourquoi peut-être l'administration coloniale l'identifie comme communiste. Elle y milite activement en organisant d'abord des réunions clandestines de femmes dans sa maternité pour ne pas attiser la colère des époux qui refusent que leurs femmes s'occupent de politique, puis en prenant de plus en plus de responsabilités, tant locales qu'à l'échelle territoriale et internationale, à partir du milieu des années 50. Alors malheureusement, les sources manquent pour cerner la teneur idéologique de l'engagement d'Awa Keïta à cette période. À lire ses mémoires, Awa Keïta est une militante pragmatique et pas vraiment une idéologue. Son objectif est d'organiser les femmes dans le cadre de son parti, le RDA, de les conscientiser par rapport aux injustices de l'ordre colonial, de les mobiliser lors des campagnes électorales, de réclamer l'égalité des droits, de meilleures conditions de vie pour les femmes et pour les enfants. Mais en fait, on n'a aucune idée de ses lectures, si ce n'est la presse, voilà, qu'elle mentionne assez régulièrement. Elle ne semble pas avoir fréquenté les groupes d'études communistes créés dans les années 40 évoqués par Françoise. Et en fait, pour le Soudan français, j'ai l'impression que c'est surtout des hommes, dont Modibo Keïta, le futur président, ou des femmes françaises mariées à des militants africains qui fréquentaient les GEC. Donc, tout ça pour dire qu'au premier abord, son idéal, l'idéal d'Awa Keïta, semble plus anticolonial que socialiste, même si, en fait, tout cela va se combiner. Dans le sillage de cet engagement anticolonial et en faveur des droits des femmes, elle va créer avec l'institutrice Aïssata Sow Coulibaly le syndicat des femmes travailleuses en 1956. Alors, Aïssata Sow Coulibaly, que vous voyez sur la photo de gauche, la personnalité la plus à droite, avec son foulard de tête. C'est une femme intéressante sur laquelle on dispose en fait d'assez peu d'informations. C'est une militante du mouvement des partisans de la paix, d'obédience donc communiste. Elle a participé à la première conférence mondiale des femmes travailleuses organisée à Budapest par la Fédération syndicale mondiale en 1956, où a été prise cette photographie. Et via le syndicalisme, Madame Sow semble avoir eu des connexions avec le monde communiste plus fortes, je dirais, plus ancienne et de nature un peu différente de celle d'Awa Keïta. Mais c'est une hypothèse qu'il faudrait approfondir. C'est néanmoins aussi par l'action syndicale que Awa Keïta va avoir l'opportunité d'un premier voyage hors d'Afrique. Donc là, c'est les photographies de droite. En 1957, elle est alors âgée de 45 ans et elle fait partie de la délégation africaine au congrès de la Fédération syndicale mondiale à Leipzig. Et elle y fait une forte impression. Donc, c'est à partir du milieu des années 50 que des militantes maliennes nouent leur premier contact avec les militantes communistes, des Françaises de la CGT d'abord, mais aussi qui leur ouvrent des connexions avec d'autres nationalités dans le contexte de ces conférences internationales. Donc à l'occasion de différents voyages hors du continent pour des rencontres, congrès, conférences portant sur les droits des femmes par le biais de la Fédération démocratique internationale des femmes ou sur les questions syndicales par le biais de la FSN. À l'échelle locale comme internationale, elles mettent l'accent sur les droits des travailleuses qu'elles entendent en fait comme des salariés, des employés, des ouvrières, occultant largement la voix des paysannes, qui sont quand même la population majoritaire. Mais voilà, elles portent une voix, les voix des femmes qui leur ressemblent, en fait. C'est des institutrices, des sages-femmes, des employés. Elles réclament l'égalité salariale avec les européennes, dénoncent la marginalisation des femmes des instances syndicales et revendiquent plus largement le développement de la scolarisation des filles et de maternité. En fait, la question sociale occupe une place centrale dans leur combat qui peut se résumer par le triptyque anticolonialisme, droits des femmes et panafricanisme. Et cette solidarité panafricaine va se traduire dans les faits par la création d'une union des femmes de l'Ouest africain à l'occasion d'un congrès en 1959 qui rassemble des femmes du Sénégal, du Soudan français, de Guinée et du Dahomey, l'ancien Bénin. Et l'idée de ce regroupement a germé à l'occasion d'une conférence de la Fédération démocratique internationale des femmes à Vienne en 1958. Et ce qui est intéressant, c'est que les déléguées africaines, à l'occasion de cette conférence de Vienne, ont souhaité créer une organisation autonome de celle des femmes blanches antifascistes pour y discuter de leurs propres revendications.
Donc, ces questions de non-mixité voilà, qui ressurgissent aujourd'hui, notamment dans les organisations féministes, eh bien, on voit qu'elles ne sont pas nouvelles. Elles existaient déjà au moment de la lutte anticoloniale. Et donc, il revint à Awa Keïta, seule femme d'Afrique francophone à avoir des responsabilités politiques à l'époque au sein de son parti et comme députée à partir de 1959, d'effectuer une tournée régionale pour sensibiliser les leaders africains à la création de cette panafricaine des femmes, au départ au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et c'est là que se tient le congrès de l'UFOA de 1959. Donc, vous avez une photographie et les principales revendications qui s'affichent à l'écran. Des revendications assez ambitieuses, en fait, en matière conjugale à l'époque. On voit aussi que la Tunisie est un point de repère pour les militantes d'Afrique subsaharienne qui condamnent donc les abandons de domicile conjugal, la répudiation, qui réclament l'abolition de certaines coutumes jugées néfastes. En fait, c'est l'expression à l'époque pour parler de l'excision, donc interdiction de l'excision, dont elle parle dès 59, l'institution du mariage civil, le consentement obligatoire des époux et la suppression du mariage précoce et de la polygamie. Ainsi, dans le cadre de la lutte anticommuniste, eh bien, l'administration coloniale française va surveiller de près cette organisation, l'UFOA, qui est jugée subversive et qui subira aussi les foudres des leaders africains masculins qui, en fait, vont dissoudre cette organisation au moment de l'indépendance. Donc, on a aussi cette alliance entre l'administration coloniale et les leaders politiques africains pour, en quelque sorte, faire taire les voix féminines un peu trop subversives. Et les leaders africains considèrent donc que ces revendications ne sont pas prioritaires. Néanmoins, ces premières expériences vont en fait déboucher sur une autre panafricaine créée en 62, et donc elle pose les jalons de ces expériences panafricaines. Alors, les liens tissés par les militantes africaines, maliennes, mais aussi ailleurs, avec les mondes communistes sont donc anciens. Ils prennent racine dans la lutte anticoloniale et ont alors pour principal objectif de porter la voix des Africaines et leurs revendications à l'international. Une fois l'indépendance acquise, au Mali, c'est en septembre 1960, ces liens de coopération avec le monde communiste vont prendre une autre tournure car il s'agit désormais d'une coopération entre États. Ces liens sont d'autant plus importants pour le Mali indépendant, qui est présidé donc par Modibo Keïta, qu'il a fait le choix du socialisme, comme le disait Françoise, comme option de développement économique. Pour autant, le Mali est non aligné, c'est-à-dire que le pays tisse des liens de coopération aussi bien avec le bloc de l'Est, l'Union soviétique, la Chine, Cuba, la République démocratique allemande, etc., qu'avec le bloc de l'Ouest, l'Europe occidentale, les États-Unis, etc. Avec l'État d'Israël également, dont les kibboutz font office de modèle agricole, ce que l'on connaît un peu moins, et il y aurait des travaux à réaliser sur ce sujet. Pour les Maliennes, tisser des liens avec les camarades du bloc de l'Est permet de diversifier les partenariats par-delà les seules françaises avec lesquelles les liens sont anciens du fait de l'histoire coloniale, mais les liens ne sont pas rompus. Par ailleurs, l'anti-impérialisme, l'anticolonialisme, le pacifisme et l'égalité des sexes prônés par les femmes communistes résonnent particulièrement bien avec les aspirations de ces militantes maliennes et la rhétorique révolutionnaire du régime de Modibo Keïta. Et ces partenariats offrent enfin un élément non négligeable qui est des sources de financement pour les jeunes États africains qui en ont bien besoin. Alors, la sage-femme Awa Keïta va encore jouer un rôle important dans les liens de coopération qui vont se tisser entre les femmes maliennes et les camarades soviétiques. C'est aussi parce que c'est la seule femme à avoir des responsabilités étatiques, donc à pouvoir porter la voix de son pays à l'international, le représenter à l'international. Le rapprochement officiel semble avoir lieu à l'occasion d'un cycle d'études organisé par les Nations Unies pour les femmes en Éthiopie en 1960. L'Éthiopie, un terrain neutre en quelque sorte, mais qui est quand même un symbole du panafricanisme et de l'anticolonialisme, où vont se retrouver différentes délégations féminines venues de par le monde. Alors, une source française donne un aperçu des enjeux diplomatiques à l'œuvre dans ce type de rencontre internationale dans le contexte des décolonisations et de la guerre froide. Awa Keïta y est décrite comme une habile diplomate qui entretient des liens d'amitié avec son homologue française
Marie-Hélène Le Faucheux, qui n'est pas du tout une militante communiste, tout en évoquant ouvertement, je cite Awa Keïta, ses sympathies pour l'Union soviétique et en se joignant aux réunions de travail nocturnes qui se tenaient dans la chambre de la déléguée soviétique présente. Alors, à son retour à Bamako, Awa Keïta va opter pour une posture publique bien moins diplomatique que l'attitude qu'elle avait adoptée au moment de la conférence en Éthiopie, dans le sens où elle va critiquer ouvertement la France et sa présence à la conférence et va ouvrir ainsi la voie à une nouvelle forme de coopération avec l'Est. Et elle s'inscrit en cela dans la droite ligne de la politique de Modibo Keïta. 5 mois plus tard, elle effectue son premier voyage en Union soviétique où elle est invitée avec 2 camarades à visiter Tachkent, la capitale de la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan. Et ce déplacement va constituer le point de départ d'une coopération soutenue entre maliennes et soviétiques où vont s'entrecroiser des liens d'amitié et des rapports diplomatiques. Et notamment, au fil des ans, Awa Keïta va nouer une amitié très solide avec Madame Fedorova, qui est la secrétaire générale du comité des femmes soviétiques. Et on a toute une correspondance qui traduit cette amitié. Autre élément intéressant, c'est la lettre envoyée, alors que je vous ai mis à l'écran, mais que je vais vous lire, par Fanta Diallo, une autre femme qui a fait le voyage, une autre malienne qui a fait le voyage avec Awa Keïta à son retour de voyage. Donc, elle témoigne à son homologue soviétique de l'admiration que les maliennes ont pour leurs sœurs soviétiques. Non, alors je ne l'ai pas noté, donc je ne pourrais pas vous le lire à haute voix. Ah si, je peux vous le lire là. Donc, elle lui écrit « Mon compte-rendu n'a fait que les exciter et toutes veulent visiter l'Union soviétique, voir vos réalisations et vos progrès et surtout admirer et complimenter leurs sœurs soviétiques dont le courage inimitable, mêlé à l'héroïsme des hommes soviétiques, est arrivé à mettre fin au colonialisme et à l'impérialisme. Elles ont encore hâte de constater comme moi que dans toutes les entreprises, en particulier dans les hôpitaux et surtout les blocs opératoires, les femmes peuvent occuper la majorité des places et peuvent se montrer aussi dynamiques que les hommes. » Voilà, donc c'est intéressant parce que l'accent est mis là sur la question de l'égalité des sexes dans le monde professionnel et pose aussi la question de l'enjeu de l'éducation des filles et de la formation des filles, un enjeu qui était crucial pour le Mali nouvellement indépendant, qui avait engagé d'ambitieuses réformes pour le développement d'une éducation de base de masse qui était à la fois mixte, gratuite, laïque et obligatoire, mais qui manquait d'établissements de formation supérieure sur son sol. Et donc, dès l'indépendance, une coopération éducative va être tissée avec l'Union soviétique, qui sera une destination de formation des étudiants maliens, au même titre que la France, le Sénégal et d'autres pays. Et le comité des femmes soviétiques va attribuer des bourses spécifiques pour les jeunes filles du tiers-monde qui vont permettre à une centaine de Maliennes d'aller se former en URSS, notamment en médecine. Mais encore une fois, c'est un sujet qui reste à explorer. Je passe mon temps à vous faire la liste des sujets de thèse. Autre espace, c'est l'Asie, où Awa Keïta va faire un grand voyage à partir de 1962 avec d'autres camarades maliennes. Donc, elle conduit une délégation de femmes maliennes en Chine, en Corée du Nord et au Vietnam, où elle rencontre Ho Chi Minh en 1962. Donc, vous avez la photographie de cette rencontre à l'écran. Elle va revenir de ce voyage remplie d'admiration pour les femmes de ces pays, prêtes à tous les sacrifices dans leur lutte contre l'impérialisme et pour le développement économique de leur pays. Donc, je vous ai mis à l'écran aussi la réponse qu'elle fait au journal gouvernemental malien à son retour de ce grand voyage, où elle dit « Au moment où nous abordons la phase la plus difficile qu'est l'édification socialiste du Mali, les exemples des courageuses femmes de Chine, de Corée et du Vietnam sont pour nous d'une grande utilité. » Et 2 ans plus tard, elle va inviter une délégation féminine chinoise à visiter le Mali. Et régulièrement, elle va rendre hommage dans ses discours à la révolution maoïste. Voilà, donc on voit que les Maliennes continuent à voyager. 5 minutes. Que leurs pas les conduisent vers les pays du bloc de l'Est avec lesquels elles tissent des nouveaux liens de coopération fondés sur le communisme international. Soviétiques, chinoises, nord-coréennes sont aussi invitées au Mali. Alors, je n'ai pas trouvé de traces de cubaines, mais je pense qu'elles sont occupées à ce moment-là sur d'autres fronts comme le Congo et qu'elles arrivent un petit peu plus tard.
au Mali. Certaines s'y installent comme coopérantes et travaillent dans le domaine de l'éducation et de la santé à destination des femmes et des enfants, mais la plupart ne sont que de passage, invitées pour des conférences. Signe que la capitale malienne est bien conçue comme une ville carrefour de ces rencontres internationales de femmes communistes, c'est que c'est sur son sol que la Fédération démocratique internationale des femmes va organiser pour la première fois en Afrique une réunion de son bureau à l'invitation d'Awa Keïta en 1962. Alors, quels sont les effets concrets de cette solidarité internationale communiste pour les Maliennes? La rhétorique de l'émancipation et de l'égalité des sexes est centrale dans les discours, mais dans la pratique, sur le sol malien, elle se traduit surtout par des activités réalisées en faveur des femmes et des enfants, avec une conception assez essentialiste et différentialiste des rôles de genre, auxquels s'adosse aussi une morale sexuelle extrêmement stricte dans les années 60. Alors voilà, je vous ai mis l'exemple du concours du plus beau bébé, qui est réactivé en 1964, qui traduit bien cette politique de former des bonnes mères socialistes. Ça, c'est à destination des femmes mariées. Et en fait, c'est pour les jeunes que la dimension révolutionnaire de la politique socialiste est la plus visible, et notamment avec la mise en place des organisations de jeunesse socialistes sur le modèle des pionniers soviétiques, avec la République démocratique allemande qui va fournir les uniformes et les insignes des jeunes pionniers maliens et maliennes qui là subissent des formations qui sont d'une part mixtes et similaires. Mais je ne m'étends pas. Un autre aspect auquel il faudrait réfléchir, c'est les effets individuels tant affectifs qu'idéologiques qu'ont pu générer ces relations amicales et diplomatiques avec le monde communiste, ce que Pierre-Yves Saunier nomme les transformations intimes véhiculées par les échanges. Et pareil, je ne m'étends pas, mais on voit dans les correspondances d'Awa Keïta et dans les quelques écrits dont on dispose, comment elle se radicalise progressivement au cours des années 60 avec un discours anti-impérialiste de plus en plus affirmé, qui va créer des dissonances, voire des ruptures amicales avec les militantes françaises avec lesquelles elle était en lien depuis de nombreuses années. Et dans les années 60, il va y avoir comme ça des ruptures qui vont s'opérer. Je voudrais terminer avec quand même ce moment un peu particulier de l'histoire malienne qu'évoquait Françoise rapidement, qui est le moment de la révolution active des années 60-68. En fait, en 1967, le Mali va prendre modèle sur la révolution culturelle chinoise pour lancer une révolution active. Les raisons sont doubles. C'est à la fois le coup d'État au Ghana qui renverse Kwame Nkrumah, qui était un allié du Mali, et puis la crise économique qui sévit dans le pays, qui est de plus en plus importante. Et donc, les responsables de cette crise économique, identifiés par le régime socialiste malien, sont ce qu'ils nomment la gérontocratie patriarcale ou les féodaux, c'est-à-dire les chefs de famille, les chefs de village, les aînés masculins, qui freinent l'application des réformes économiques dans les campagnes, et notamment la collectivisation des terres. Donc, Modibo Keïta va s'appuyer sur les femmes et les jeunes pour lancer sa révolution active, qu'il qualifie de grand bond en avant, devant instaurer le socialisme scientifique au Mali. La propagande maoïste bat son plein à cette période et les élèves défilent en brandissant le petit livre rouge. Les lycéennes, de leur côté, sont chargées d'aller exporter la révolution socialiste dans les campagnes et d'opérer la liaison avec les masses rurales. Donc là, on voit vraiment le changement de registre où on passe vers le maoïsme. À l'occasion de sorties scolaires en zone rurale, les urbaines apprennent à travailler la terre, à récolter le coton, tout en encadrant des causeries d'éducation politique avec les paysannes sur l'émancipation des femmes par le socialisme. Et notamment les lycéennes ont pour rôle de diffuser le nouveau code du mariage et de la famille qui a été édicté en 1962, qui certes n'abodit pas la polygamie, mais accorde un certain nombre de droits aux femmes en termes de mariage, de restriction de la dot, de divorce, etc. Et comme support de ces causeries d'éducation politique avec les paysannes, elles utilisent ce film que Françoise évoquait pour la Guinée, La fille aux cheveux blancs, ce film chinois, qui sert d'outil de propagande où les jeunes lycéennes vont avec leurs professeurs chinois dans les campagnes diffuser ce film qui est interdit
en fait en Chine au moment de la révolution culturelle chinoise à cause de sa trame semi-fantastique qui ne correspond pas du tout à la ligne de l'époque, mais qui, au Mali, en Guinée et au Nigeria aussi, Sarah Panata a aussi trouvé ce film utilisé au Nigeria et utilisé pour la propagande. Voilà, je vous ai mis le lien, vous pourrez aller voir le film si jamais ça vous intéresse. Mais non, ce que je voulais vous montrer, c'est plutôt la vidéo des Maliennes qui chantent l'international en Bambara à l'occasion d'un défilé pour la Journée internationale des femmes africaines en août 1968. Et donc ça, je vous la passerai, mais juste à la fin, très rapidement. Alors, on voit que les connexions aux luttes internationales sont toujours extrêmement présentes, même si, en fait, il va y avoir une rupture quand même dans ces liens diplomatiques, notamment parce qu'Awa Keïta, jugé trop modéré, peut-être trop proche des soviétiques aussi, va être évincé de la révolution culturelle malienne et va perdre tous ses postes politiques. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit dans les archives russes combien ces interlocutrices soviétiques sont complètement perdues à partir du moment où Awa Keïta n'a plus de responsabilité dans le parti au Mali et à quel point donc c'était elle qui était le point pivot. Donc la coopération entre les organisations féminines soviétiques et maliennes se distend largement à cette période-là. Awa Keïta va être interdite de territoire en Union soviétique à la demande du gouvernement malien de Modibo Keïta, qui ne veut pas qu'elle profite de ses jours personnels pour faire de la politique en Union soviétique. En fait, l'exemple d'Awa Keïta, et c'est loin d'être la seule, nous montre à quel point les militantes africaines ont été connectées au socialisme et le socialisme a constitué un outil d'émancipation pour les femmes dans une optique droit des femmes, de syndicalisme aussi très fort. Et ça, je trouve ça intéressant. Enfin, ça a été finalement assez peu dit jusque-là. Et je trouve ça intéressant que ce soit par les femmes que la question du travail revienne. Le travail, alors pas de n'importe quelle femme, encore une fois, vous l'aurez compris. Et puis, du nationalisme aussi, voilà, un nationalisme très affirmé et qui va être de plus en plus fort au fil des ans. Donc, l'histoire des femmes africaines communistes nous montre, s'il en était encore besoin, que le continent est loin d'être plié sur lui-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup.